Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de la Voix du Renard, la radio de l'éthique. Aujourd'hui, on est en présence de trois chroniqueurs. Déjà, Ewan Rougier, qui est en première année, Oui, bonjour à tous. Jules Chou, deuxième année, Bonjour. et Monsieur Coulon, votre prof de droit préféré. Éternel redoublant, voilà. On va tout de suite passer à quelques actualités et on commence avec Ewan qui va nous parler de Baldur's Gate 3. Alors oui, donc Baldur's Gate 3, comme son nom l'indique, c'est le troisième opus de la série Baldur's Gate. C'est une très vieille série qui a commencé en 1998, qui à l'époque était développée par BioWare, édité par Black Isle Studio. Ça se passait dans le monde du Royaume oublié. C'est un jeu Donjons et Dragons. Et le troisième opus prend place 100 ans après les événements du deuxième. Et donc on crée notre personnage comme dans un jeu de rôle occidental basique. Et on se retrouve... Pour expliquer aux gens, c'est quoi Baldur's Gate 3? Alors c'est un jeu de rôle occidental qui est au tour par tour. Et celui-là est développé par Larian Studio. C'est les développeurs des Divinity Original Sin, c'est leur jeu leur plus récent. Et Baldur's Gate 3 prend beaucoup au Divinity Original Sin, plus qu'au Baldur's Gate originaux, c'est du tour par tour. Et on peut dire que c'est un peu un mélange entre les règles de Donjons et Dragons 5 et Divinity Original Sin. Ok. Voilà. Et l'histoire, du coup, c'est pour l'instant de ce qu'on a, parce que ce n'est que l'accès anticipé. On n'a que le prologue et le chapitre 1. Et on se retrouve piégé par des créatures Lovecraftiennes appelées Illithid. Et on a un parasite mental qui nous transformera au bout de 7 jours en ces créatures. Et donc l'objectif, c'est de nous libérer de ce parasite. Ok. Je crois que j'avais vu la bande-annonce du jeu, effectivement. Et il y a une date de sortie déjà de prévue ou pas Courant 2021, les développements nous tiendront au courant au fur et à mesure. Et repousseront la date comme pour Cyberpunk. Exactement. Alors, moi, j'avais le souvenir que Baldur's Gate, j'avais joué les deux premiers à l'époque quand j'étais jeune sur la PlayStation 2. Et j'avais le souvenir qu'en fait, c'était un genre de beat'em all, moitié jeu de rôle. Mais là, vous dites que c'est du tour à tour. Donc, ouais. Alors, ça a changé en fait. C'est plus le même sur jeu. PlayStation, c'était des spin-offs qui s'appelaient Dark Alliance. Exactement. Ouais, ils jouaient en coop, j'avais le souvenir. Je crois, j'ai fait que je les ai pas fait ceux-là, j'ai fait une adaptation sur Game Boy Advance. Mais oui, c'est un spin-off et ça reprend place dans la même ville, dans la même région. Mais ça suit pas exactement ça suit pas du tout la même histoire et il y a des protagonistes différents. C'est juste pour un peu surfer sur la vague Baldur's Gate qui avait fait grand bruit à l'époque. Mais initialement, c'est un jeu en tour à tour, Baldur's Gate alors. Ah, pas du tout. C'est de la pause active. Donc, c'est un style de jeu un peu spécial. L'action se déroule en temps réel et quand on souhaite, on peut mettre une pause et on donne nos actions à tous les personnages qu'on contrôle. Et le jeu divisé par round et un round, c'est égal à 6 secondes de jeu. Ok. On en a quelle version de D&D ? Là, c'est la 5e. Mais dans le jeu, mais de sortie. C'est aussi la 5e. Ok, on a la 5e, ok, donc c'est bien un jour, je sais pas. Et l'univers est cohérent avec justement le Royaume oublié ? Oui, ça prend bien place après les événements qui sont racontés dans certaines campagnes de D&D 5 et certains joueurs qui du coup n'ont joué qu'à Baldur's Gate sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. Que tous les supports sont cohérents entre eux. Oui, tous les supports, oui, ça s'inscrit vraiment dans l'univers de Donjons et Dragons, enfin des Royaumes oubliés. Par exemple, moi j'avais les romans de Drist de Ra Salvatore. Ça fait partie des Royaumes oubliés, donc c'est cohérent aussi avec Dark Alliance. Je sais pas si on va voir Drist dans Baldur's Gate 3, mais on le voit. C'est censé matcher quoi. Oui, voilà, on visite l'Outre-Terre, et voilà, donc ça marche.
Juste pour préciser pour les gens qui n'ont pas forcément compris, quand on dit D&D, c'est Donjons et Dragons. C'est ça, ouais. C'est un jeu de rôle, c'est l'un des gros basiques des jeux de rôle médiévaux fantastiques et qui est adapté dans énormément de jeux. C'est un système de jeu plus D&D maintenant, mais c'est un gros système de jeu. Du coup, on va passer à la deuxième actualité qui est la mienne. Est-ce que vous connaissez Vivo? Absolument pas, pour ma part. Non, pas du tout. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Du coup, Vivo, qu'est-ce que c'est? C'est un fabricant de smartphones chinois qui a été créé en 2009 et ils ont une grosse part de marché dans tous les pays asiatiques du style Thaïlande, Inde, tout ça. C'est pas encore arrivé en France, donc c'est sûrement pour ça que vous connaissez pas. Ils arrivent en France avec une présentation en live pour présenter leur téléphone le 20 octobre à 16h, donc c'est bientôt. Et ce qui est intéressant avec Vivo, c'est qu'ils essayent de faire des smartphones un peu avec des fonctionnalités qu'on n'a jamais vues. Par exemple, je pense, de ce que j'ai vu, ils travaillent beaucoup sur l'optique. Ils ont une gamme de téléphones, par exemple, qui permet de stabiliser l'objectif avec un objectif stabilisé. Et là, ils sont en train de travailler sur quelque chose qu'ils ont appelé le Vivo IFEA. Et en gros, vous voyez les téléphones avec la caméra qui sort. Ben là, vous pouvez carrément enlever la petite caméra qui sort, la poser quelque part et prendre vos photos comme ça. Oh, c'est sympa ça. Ouais. Et le live, on pourra l'avoir où? Sur Twitch ou Je sais pas où le live est, mais à mon avis, tu tapes sur Google Live Vivo, tu devrais trouver facilement. Okay. Alors, il est quand même 6e fabricant mondial, Vivo. Ouais, mais ils ont une grosse part de marché que sur le marché asiatique parce qu'ils sont pas encore exportés. Et là, ils arrivent seulement en France. Donc, ça va être un concurrent à tout ce qui est Huawei, Xiaomi qui proposent des téléphones moins chers que Samsung et Apple. D'accord, donc c'est le positionnement un peu de Huawei. Un peu. Ouais. Ok. C'est de la qualité pour pas forcément trop cher. Ok. Bah, cool. Les téléphones, ils sont environ à combien? Les prix n'ont pas encore été annoncés vu qu'ils ne sont pas encore lancés en France. Ouais, ok. Ouais, mais je veux dire. Annonce de téléphone. Ok, il n'y a pas d'estimation en fonction des prix qu'il y a à l'étranger? Alors, j'ai essayé de regarder les prix à l'étranger, mais j'ai pas trouvé. Ok. Donc, faudra attendre le live du 20 octobre. C'est 20 octobre à 16h. Faut les voir sur l'Amazon chinois. Du coup, on va passer à Jules. Alors, c'est mon activité, c'est mon actualité à moi. Alors, un peu comme Benoît, est-ce que vous connaissez Camelot? Bah, évidemment. Ouais, bon, c'est un peu plus connu que Vivo. Camelot, rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est une série créée par Alexandre Astier, qui est sortie entre 2005 et 2009. C'est une série où on va donc suivre l'histoire du roi Arthur et de la table ronde, mais pas vraiment comme on la voit généralement dans les contes fantastiques ou les films épiques, mais plus avec des gros blaireaux autour de la table, avec énormément d'humour. Après la série, il a sorti une autre série plus orientée un peu cinéma et film qui raconte l'enfance d'Arthur à Rome. Et là, pour le 25 novembre 2020, donc c'est relativement proche tout de même, hein, c'est dans un mois, un peu plus, sortira le film Camelot d'Alexandre Astier qui se situe après la série. Donc je vais pas spoil, mais à la fin de la série, il y a pas mal d'événements qui se passent. Et à la fin, ça laissait entendre qu'il y aurait quelque chose. Mais dans différentes interviews ou autres, Alexandre Astier, jamais il parlait d'une suite potentielle. En fait, pour lui, c'était non, bah c'est fini, allez, au revoir, je me barre. Sauf qu'il laissait une porte ouverte, tout le monde voulait la passer et personne savait ce qu'il y avait derrière. Et il avait annoncé, je sais plus quand est-ce qu'il a annoncé, ça fait déjà quelques temps qu'il a annoncé le film. Très peu de communication, on a pu voir quelques trailers, mais très peu de communication autour.
Et personnellement, je suis assez hype, et vous? Pas mal Ah, aussi. Ouais. Ça fait quelques années que j'ai fini la série, donc Vous pensez aller le voir au cinéma quand il sortira? Ah, moi, je veux le voir Day One. si c'est possible, ouais, mais bon, avec les événements, pour l'instant. Oui, pas bah oui, trop. mais avec confinement, mais ça se Et trouve. La dernière date officielle, c'est quoi? La dernière date qui a été fixée, c'est le 25 novembre 2020. Il sortira en salle normalement le 25 novembre 2020. Voilà. Dedans, alors dans le trailer qu'on a pu voir, il va y avoir pas mal de paysages qui ont l'air sympas. On risque de pas rester en Bretagne. Le film a l'air de quand même pas mal nous faire voyager. J'en attends quand même beaucoup parce que il y a l'air d'y avoir toujours l'humour de Kaamelott. Parce que quand même, tu vas pas voir un film Kaamelott sans un minimum d'humour, c'est moins sympa. Mais avec le côté assez sérieux qui est vachement retranscrit dans la fin quand même de la série. Et franchement, ça annonce du lourd et j'en attends quand même pas mal parce que mine de rien, Alexandre Astier, c'est quand même un mec qui a fait pas mal de choses. En plus de Kaamelott, il a fait des conférences scientifiques, toujours avec énormément d'humour. C'est ça qui est génial. Il t'apprend quelque chose en déconnant. C'est magnifique. Si vous avez le temps de regarder, c'est quoi? C'est L'exoconférence. l'exoconférence d'Alexandre Astier, c'est génial. C'est pour du coup pour faire la promo un peu, c'est en gros une conférence avec beaucoup d'humour où il va parler de sa grande passion qui est l'astronomie et c'est super intéressant. Ouais. Vous allez apprendre plein de trucs. C'est-à-dire que de base, on te dit regarde des étoiles, tu fais oui, c'est bien, moi j'aimerais bien y coucher. Puis lui, il déconne dessus et tu l'écoutes pendant, je sais plus combien de temps ça dure, 2 heures, un truc comme ça, un peu moins. Et à la fin, t'as envie qu'il continue. C'est génial. Et t'as envie d'en apprendre encore plus. C'est magnifique. Il parle pas que d'astronomie non plus. Il parle de nucléaire, mais il parle d'énormément de choses. Et voilà. Ouais. On va passer à autre chose. Du coup, Ouais. juste un petit message citoyen pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller au cinéma parce que ils ont besoin de vous en ce moment. Et c'est important si on veut continuer d'avoir du bon cinéma en France. Avec masque et au-dessus du nez et pas un jetable que vous avez lavé 28 fois et que vous avez gardé 30 heures sur votre bouche parce que c'est 4 heures un masque jetable, on rappelle. Enfin, un masque tout court, c'est 4 heures. Ouais. Et après, tu le jettes, le jetable. Monsieur Coulon, vous allez nous parler de Powerwolf. Effectivement. Alors, déjà, c'est assez rigolo parce que Powerwolf, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, en fait, à cause de vous l'année dernière, quand vous aviez fait une LAN, en fait, donc une partie, mais à distance, hein, puisqu'on respectait les règles du Covid, vous nous aviez fait participer. Et dans un blind test, vous aviez sorti un morceau de musique qui m'avait vraiment accroché. Vous étiez tous excités en criant Powerwolf. Et je me suis dit, il va se passer un truc. Et donc, pendant le confinement, je me suis mis à découvrir ce groupe et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur sur ce groupe. On est à un mix, je dirais, alors vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a un peu de subjectivité là-dedans, un mix entre du power metal et du heavy metal. Oui. Moi de base je suis plutôt heavy que power, mais j'ai trouvé que là avec un aspect lyrique en fait, type chant religieux, etc. Donc c'est un espèce de fusion de plusieurs styles qui est très péchu et dans un univers fantasy qui est assez bien développé et avec un certain nombre d'albums. Alors c'était pas forcément évident de se mettre dedans puisque moi quand je vais chercher un groupe, je commence toujours par un album. J'avais commencé par Blessed and Possessed, mais je me suis rendu compte que les 4-5 derniers sont vraiment extraordinaires. Et là, justement, au mois de juillet 2020, Powerwolf a sorti un best-of qui s'appelle Best of the Blessed. Et il est vraiment intéressant parce que déjà, on a tout un best-of en studio qui dure une bonne heure, qui a tendance à reprendre toutes les meilleures chansons. Et en plus, ils ont réenregistré tous leurs tubes les plus mythiques, donc We Drink Your Blood, Sanctified with Dynamite. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Et en plus dedans, on a une version live de toutes leurs meilleures chansons. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de venir parler d'une actualité en thème avec la musique. Donc voilà, je sais pas si je pense que Benoît, toi, tu dois aimer. Les autres, je sais pas. Ouais, moi, c'est. Je vous invite vraiment à essayer ça.
C'est un très bon groupe pour ceux Si qui... vous Alors, connaissez pas, faut aimer le métal un minimum quand même, Ouais, j'aime beaucoup le mais métal, c'est un mais très très bon groupe, mine de rien, qui fait vraiment du bon taf. pas j'ai- forcément. ouais. En soi, si vous aimez pas si vous adorez pas le métal, vous allez pouvoir apprécier aussi, parce que ça se base aussi pas mal sur un type de chant qui fait assez chant religieux. C'est un peu spécial comme mélange, mais c'est assez Ouais, sympa à écouter. c'est un peu Et, spécial. Alors, faut pas s'attendre à du vrai chant religieux non plus, hein. non, mais c'est dans le bon, style. c'est Mais dans, je vous dis, c'est dans le style We drink your blood. Bon, il me oui, semble pas avoir non, vu mais dans la ville ça. Et Ouais, beaucoup de titres sont des parodies en fait. religieux veut pas dire- Ouais, il y a beaucoup de titres aussi, je sais pas si vous avez vu, qui sont des parodies de chansons de rock ou de métal qui sont très connues. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi marrant, même rien que les titres. Il y en a All We Need You, non, We Need Your Blood, ou à chaque fois il y a des titres en fait. Il y a Let There Be Night ou Let There Be Rock. Donc il y a plein de titres qui ont été repris. Je trouve que c'est intéressant. Il y a toute une culture rock là-dedans, et le fait que le chanteur soit lyrique, en plus, il peut passer du côté métal au côté lyrique. Ça fait penser des fois un peu à Queen qui savait un peu. Alors il monte pas autant dans l'aigu évidemment, mais qui savait passer du grave à l'aigu, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces variations dans les chansons. Ça ajoute de la valeur à la musique. Enfin, la chanson. Exactement. Et apparemment, j'ai un collègue de l'IUT qui a pu les voir en vrai, qui me disait qu'en concert, ils étaient plutôt bons. Et c'est les retours que j'ai sur Internet. Apparemment, c'est vraiment quelque chose à voir. Visiblement, il y a un show, quoi. Donc, c'est mon prochain projet, c'est d'aller les voir en concert. Plutôt pas mal. Du coup, c'est tout pour les actualités. Je fais juste une petite pause pub. Si jamais vous faites partie de l'éthique et que vous avez un projet à développer ou quelque chose que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas à venir nous voir et en parler. On pourra peut-être en parler dans la radio, ça pourrait peut-être intéresser des gens, donc n'hésitez pas. Tout de suite, on va passer à la partie du sujet de l'émission, qui est sur la série The Boys. Je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Coulon, qui va nous parler un peu de l'origine de The Boys, qui va nous parler des comics. Alors effectivement, les comics à la base, c'est une BD qui est créée par Garth Ennis d'ailleurs, qui a la paternité de l'œuvre, hein, comme on dirait, et donc qui avait écrit en fait une série de comics qui était par contre donc édité chez Wildstorm. Donc c'est un éditeur qui est indépendant des deux grands Big Two, à savoir la Marvel et la DC. Et l'intérêt en fait alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Garth Ennis, c'est un auteur qui est très très bon dans le comics indépendant. Il avait écrit aussi les Preachers, je sais pas si vous connaissez, avec il a un acolyte en fait qui s'appelle Steve Dillon, et ils avaient créé Preachers. Vous savez, c'est une série sur un prêtre, et c'était une série ultra violente en fait. Et il y avait aussi il a aussi beaucoup écrit avec son compère Steve Dillon sur le Punisher. Donc évidemment, à chaque fois, on est sur des personnages ultra violents, et eux, ils sont très bons pour faire de l'ultra-violence. Alors la particularité, c'est que là, il n'est pas avec Steve Dillon, il est avec Darick Robertson, donc qui a dessiné. Donc lui, Darick Robertson, c'est le dessinateur qui avait dessiné sur un autre comic qui s'appelle Transmetropolitan, qui est aussi un comics indépendant. Le gros intérêt de cette équipe, en fait, quand ils se sont mis à travailler, c'est qu'ils se sont mis à faire des pastiches, en fait, d'un existant. Et le concept était de dire, voilà, on va reprendre tous les super-héros qu'on a chez le Big Two, à savoir, dans la BD, je vais vous parler uniquement de la BD, hein, on retrouve les 7. Donc les 7, en fait, c'est la Ligue de Justice, Superman, Aquaman, Wonder Woman, etc. Et on a les Revengers. Donc les Revengers, en fait, c'est les Avengers. Et dedans, on a un équivalent de Captain America, de la Vision, de l'Homme-Fourmi. On a aussi le groupe des jeunes titans, en fait, qui s'appellent les jeunes teignes, en fait, dans le groupe. Donc les jeunes titans, vous savez, c'est les teenagers, en fait. Voilà, chez DC, dedans, il y a Robin qui devient le leader avec Beast Boy et compagnie. Donc ils ont un équivalent de ça. Et puis ils vont avoir aussi d'autres personnages qui font des références un peu aux 4 Fantastiques aussi, et aussi à la Légion des super-héros,
avec le groupe des Super Pépères. Donc, on retrouve, il y a même un personnage qui ressemble à Iron Man, qui s'appelle Tech Knight. Donc, tous ces personnages, on les retrouve. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le concept, c'est de dire, voilà, on va imaginer que dans la vraie vie, ces gens existent. Sauf que dans la vraie vie, des gens qui ont ces super pouvoirs, ça va pas forcément tomber sur des gens sains d'esprit. Et même si, a priori, ils sont du bon côté de l'opinion publique, comment ça se passe? Alors, dans la BD est super glauque et ça va même beaucoup plus loin que dans la série. Et pourtant, dans la série, ça va déjà loin. Mais dans la BD, c'est largement pire. Et on mêle ça dans la BD justement avec une espèce de grosse entreprise type Amazon qui va gérer ça. Et ça avait fait... la série existait, c'est une série qui est terminée, qui existe en 72 issues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les issues, c'est les numéros un peu comme les numéros de manga qui sortent au Japon. Bah là, c'est la même chose. Et en fait, ils sortent mensuellement, en fait, ces 72 issues dans les kiosques. Et à la fin, on a un run total qui fait l'équivalent de 6 gros tomes, on va dire. Ouais, voilà. Et la série est terminée. Et moi, j'avais le souvenir à l'époque d'avoir lu cette BD, quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, un autre qui était présent, il y avait les G-Men, donc en fait, c'était les X-Men, et ils avaient un équivalent du professeur Xavier. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, normalement, on n'a pas le droit de mélanger tous ces super-héros, et encore le moins le droit de les tourner en dérision. Sauf que là, du coup, on était justement dans l'exception au droit d'auteur, qui est le pastiche ou la parodie. Et c'est ce qui a permis, en fait, à Garth Ennis de pouvoir réutiliser tous ses super-héros préférés et de les malmener. Et donc voilà, le concept, c'est ça. Moi, j'avais lu ça à l'époque. Donc, ça s'était terminé en 2012, en fait, cette série. Donc, c'est sorti de 2006 à 2012. Moi, j'avais lu quand c'était déjà sorti. Ça devait être en 2013 ou 2014. Et j'avais pris un pied énorme. Et quand j'ai su que Amazon, qui fait énormément penser à Vogt, allait sortir cette série, je me suis dit, je suis sûr qu'ils vont la ravager. Et le fait est que, pour l'instant, non. Donc, voilà un petit peu l'introduction de The Boys en comics. Mais c'est une vraie pépite et je vous invite à l'acheter, c'est en 6 tomes. Et surtout, il faut dire qu'ils ne sont pas forcément très chers sur Amazon. Il me semble que pour les 6 tomes, il y en a un truc comme 55 € pour les 6 tomes ou un truc comme ça. Ah ouais, effectivement, il y a eu plusieurs éditions. En fait, ils les avaient sortis dans des éditions souples à la base. Après, ils les ont ressortis en format deluxe. Alors, ceux-là, ils sont difficilement trouvables là, pour une trentaine d'euros par tome. Donc là, vous étiez à un montant d'un peu plus de 180 €. Mais ceux-là sont introuvables et valent très, très cher, du coup. Par contre, là, ils les ressortent, je crois, en format souple. Et le format souple vaut dans les 17-18 €. Donc voilà, vous avez la totale pour pas cher. Et sinon, vous avez toujours l'option du numérique. Il y a un truc marrant à dire aussi, c'est que de base, l'auteur avait pris pour le personnage principal comme référence britannique qui est cher à mon cœur, qui a joué dans beaucoup de films très bien, que je vais pas commencer à énumérer parce que sinon on va y passer des heures. Et cette personne joue le père du perso principal dans la série. Du coup, c'est un petit clin d'œil qui est assez sympa. Tout à fait. Voilà, du coup on va passer sur la série. On fait une petite partie sans spoil pour ceux qui auraient peur qu'on vous dévoile la série. Tout simplement, on va faire un petit tour de table et je vais vous demander de donner un avis rapide et de dire à ces personnes qui n'ont pas encore vu la série pourquoi il faudrait regarder The Boys. Du coup, on commence avec toi, Ewan, si ça te dérange pas. Non, pas du tout. Alors, moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé The Boys. C'est facilement dans mes séries préférées maintenant. Et j'ai trouvé ça super rafraîchissant par rapport aux dernières sorties des films de super-héros qu'on avait eu où le super-héros, il est noble, il est parfait. Enfin, pas tout le temps, mais voilà. Et comparé à... On pourrait un peu comparer à Deadpool, où même Deadpool, il s'est un peu déjà... Dans les trailers de super-héros, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus intéressant, et c'est surtout mieux fait que dans Deadpool, je trouve. Donc pour moi, c'est vraiment une série de super-héros à regarder parce qu'elle donne quelque chose de différent
sur un médium qui pourtant est déjà assez pompé, vu ce qu'on a vu ces dernières années. Voilà. Ouais, c'est vrai que en ce moment, on se bouffe pas mal de films de super-héros. C'est vrai que ça change un peu. Du coup, ton avis, Jules? Mon avis, c'est que j'ai adoré la série. Alors, est-ce que c'est une de mes séries préférées? Je peux pas dire, hein, j'en ai pas encore regardé beaucoup. Dans les séries, j'ai regardé The Witcher, The Boys, et là en ce moment Viking, et Kaamelott. Mais ouais, le côté où bah, c'est tout l'arrière-plan du héros. En fait, c'est-à-dire que le héros, on nous montre toujours en intervention super beau et tout. Donc là aussi, on te le montre super beau et tout. Mais on te montre après l'intervention. Ou entre les interventions. Et c'est ça qui est vachement sympa. À un point de vue qu'on n'a pas de base, on s'attend toujours à ce qu'il soit ultra noble, ultra... à toujours l'avoir en haute estime. Et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Toutes les petites vannes qu'il y a faites à l'intérieur. On peut aussi parler de la musique qui est vraiment sympa. Les acteurs, je les trouve vraiment super bien. Les plans les plans rendent vraiment très très bien. Franchement, non, c'est vraiment une très bonne série. Du petit moment inattendu. Franchement, non, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont assez attachants. Et voilà, l'univers est très particulier et effectivement, c'est un Deadpool en mieux limite. Deadpool restait quand même soft, du coup, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'après, comparé à Deadpool, C'est pas sûr différent que de ce soit... Deadpool parce que Deadpool Après, si chasse. on parle du point de vue gore, ouais, genre, on peut comparer sur le fait que The Boys est vachement plus gore que C'est ça, bah, The Deadpool, Boys mais- va plus partir là-dedans, alors que Deadpool c'est plus sur des attraits humoristiques, alors que oui, The Boys va partir sur des trucs un peu plus sanglants, euh, mais qui sont très bien maîtrisés. Tu pars pas non plus dans le purement dégueulasse, voilà. Ou si c'est vraiment dégueulasse derrière, c'est une vanne en fait, et voilà, c'est assez drôle. La baleine, on t'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je spoile pas, et ceux qui ont vu ont compris. Du coup, Monsieur Coulon, votre avis? Alors, moi, effectivement, il y a l'aspect gore qui est intéressant, et dans ce sens-là, on pourrait le comparer à Deadpool. Par contre, la grosse plus-value, parce que Deadpool, c'est plutôt un... Pourtant, j'adore les comics, mais c'est souvent quelque chose qui me saoule, Deadpool, parce que c'est un peu... je trouve qu'il enfonce un peu les portes ouvertes des fois. Ce que j'adore dans The Boys, c'est vraiment l'aspect satire sociale, et puis un petit peu mise... Il y a ce pastiche de la société à travers pas que les super-héros, à travers aussi le mode de fonctionnement des humains. Les personnages, ils ont une psyché qui est vraiment super bien analysée parce que on va aller travailler leur personnalité, leur propre démon intérieur. Dedans, on va nous parler de drogue, mais on va nous en parler d'une manière critique. On va nous parler des grandes multinationales, mais on va nous en parler de manière critique. On va nous parler du gouvernement. On va nous parler des rapports hommes-femmes, on va nous parler de harcèlement, on va nous parler d'adolescents qui grandissent, on va nous parler, il y a énormément, on va nous parler également des rapports dans la famille, et tous ces éléments sont finalement sous des airs super-héroïques traités avec de l'humanité et à la fois les travers de l'humanité, c'est-à-dire tous ces mauvais côtés. Et je trouve que en ce sens-là, il y a vraiment l'aspect visuel très violent et comme tu dis, Jules, la musique qui est extraordinaire. Je me rappelle d'une scène où ils nous mettent les Spice Girls, qui est typiquement une musique absolument commerciale, mais qui a une gueule dans la scène. Je ne sais pas si vous voyez la scène du dauphin, qui est extraordinaire. Ouais. Et je trouve qu'ils arrivent à mettre en valeur énormément et les personnages et les messages qui sont envoyés derrière. Il y a tout le travail il y a une critique aussi des réseaux sociaux, on nous montre les limites de tout ça, et je trouve que c'est hyper intéressant. Limite, je pense qu'un prof de philo pourrait se faire plaisir sur The Boys. Oh, absolument. Ouais. Toute la critique acceptant de la société, des marques, de la consommation et tout ça. On nous parle même de religion également, on nous parle des marques, de leur stratégie. Enfin, je veux dire, ça tape partout en fait. Ça tape vraiment partout et ça dénonce un peu tous les travers de notre société actuelle.
un petit peu comme les humoristes qui vont allez, on va taper sur tel sujet, sans forcément amener de solution, mais juste pour le plaisir d'en rire. Juste, oh, regardez, il y a ça. Et un gros truc qui est évoqué là-dedans, qui est propre à notre société, c'est le narcissisme. Et clairement, on voit bien les failles du narcissisme de notre société. Et c'est clairement un des sujets de base de The Boys. Bah, avec le héros principal qui est énormément narcissique et qui doit évoluer. Et que le personnage principal soit un méchant est très intéressant. Et d'ailleurs, les deux antagonistes principaux, gentil-méchant, je sais pas lequel est le gentil, je sais pas quel est le méchant. Ouais, c'est vrai, parce qu'on nous montre au début vraiment un côté gentil. Dans l'idée habituelle, les super-héros, c'est les gentils et le héros principal, c'est un gentil. Donc, logiquement, héros principal, c'est le super-héros. Mais là, pas du tout, sauf que techniquement, le héros principal est complètement hors la loi et fait des choses atroces, mais à côté, les super-héros qui sont dans notre imaginaire blanc comme neige et voilà. Pour résumer, on pourrait dire que c'est pas manichéen. C'est pas du tout manichéen, ça montre vraiment tous les travers. Il y a pas gentil mauvais en fait. Ouais, voilà, il y a pas de tout blanc, tout noir. Et moi, je veux rebondir sur un truc, c'est que depuis tout à l'heure, vous parlez de héros principal, mais en fait, je pense pas que dans cette série, on peut parler de personnage principal parce que si vous regardez bien, on saute plus de point de vue en point de vue qu'on reste fixe sur un personnage. Et c'est ça qui est intéressant parce que on voit toute la psychologie qui se joue dans les situations. Et c'est ce qui permet de voir tout ce qui est... Enfin, c'est pas tout noir, tout blanc. Puis par rapport au... Je vais faire ma petite analyse chiante de cinéaste. C'est vraiment une série qui est hyper bien menée. Bon, elle est super gore, donc c'est pas non plus à mettre dans les mains de tout le monde. Non, les petits, on va éviter quand même. Il faut avoir quand même une certaine réflexion sur ce qui se passe. C'est ça, faut pas prendre premier degré et prendre sa vérité. Il y a beaucoup de bonnes idées de transition et de plans de caméra. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont incroyables. Et surtout, je sais pas comment ils font, mais leur enchaînement avec la musique, quand ils lancent la musique à chaque fois, c'est toujours bien fait. Et ça, la scène est toujours rythmée de façon incroyable après. Ouais. Je reviens juste sur ce que t'as dit. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a juste un truc que je voulais dire. Après, sinon, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bien ou de mal, qu'on n'est pas gentil méchant, comme on a l'habitude de voir dans tout ce qui va être, comics ou les Disney. Enfin, tout ce qui est Disney, généralement, t'as un gentil méchant. Ça me fait penser à un autre gros truc d'animation, tout ce qui est Studio Ghibli, où genre Prince Mononoke, où alors c'est moins gore, forcément, mais où pareil, chacun a ses raisons, bon là c'est chacun est gentil en fait, alors que là dans The Boys c'est chacun est méchant. Bon, voilà. Si sur les transitions, où c'est un peu ça. Sur les transitions, ce que je voulais rebondir là-dessus. Ce que j'adore, c'est au tout début, à chaque fois, on a généralement point de vue super-héros, coupure, point de vue anti-héros, juste avant d'avoir le générique de début de l'épisode. Et à chaque fois, je trouve ça vraiment super bien fait. C'est particulier, j'ai pas vu énormément de séries, mais il me semble pas non plus l'avoir vu dans les séries que j'ai déjà vues. Et j'ai trouvé vraiment cette manière de faire très sympa. Le fait qu'on ait vraiment les deux points de vue dès le début avec une coupure. Voilà. En fait, ce qui est surtout pas classique, c'est qu'on nous montre du côté des super-héros et des gens qui subissent les super-héros. Et du coup aussi les gens qui subissent les influences aussi qu'on va suivre. Donc c'est une série qui montre plein de trucs assez sympas, qui nous fait pas une dichotomie du bien et du mal. Et non, c'est pas être méchant, c'est pas gentil. C'est juste
Ouais, voilà, exactement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur une partie Ouais, alors moi, spoil? pour ceux qui hésitent encore à découvrir la série, je voulais leur dire également qu'un des gros bonus de The Boys, c'est effectivement le côté crossover. Parce que quand on regarde des super-héros, le concept, c'est qu'on adore ces moments où il y a du crossover. Par exemple, avec les Avengers, quand on avait réuni tous les personnages ensemble au cinéma. Ben là, c'est un petit peu un crossover, mais avec tous les super-héros qui existent partout. Et pour l'instant, on a peu vu les super-héros Marvel dans la série, mais j'imagine bien que les super-héros Marvel vont rejoindre l'écurie The Boys, pas tarder. Et il y a des indices qui nous laissent penser que par la suite, ça va être la deuxième vague. On va les mélanger avec les héros Marvel. Et ça va être. Je pense que quand ça va arriver, vous allez voir qu'en termes de fun, on va passer un cap au-dessus. C'est tout aussi tordu. Hein. Ok. Bah avec hâte alors, ouais. Ewan, tu avais peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a dit ou quelque chose que tu voulais dire par rapport à la... Non, je n'ai rien d'autre à dire. Là, de ce que j'ai entendu, j'ai dit tout ce que je pensais. Jules, t'as quelque chose à dire encore Non, bah regardez la série, ça me semble quand même être un bon truc à faire. Il y a pas mal de choses, elle est très drôle. Pour l'instant, il y a 2 saisons. Achetez-la si possible. Bon, moi je suis pas un exemple là-dessus, mais voilà. Et franchement, non, ça vaut le coup. Pareil, quand on entend, enfin Amazon, on n'imagine pas trop le truc qui va faire des séries et on s'imagine un gros massacre. Voilà, alors que pas du tout. Franchement, elle est vraiment super bien réalisée, à la hauteur des grandes séries qu'on peut voir ailleurs. Et c'est vraiment un truc, même si on connaît pas vraiment l'univers de base, c'est vraiment très sympa. Voilà. Du coup, juste pour rebondir sur ce que tu as dit avant de passer à la suite, télécharger, c'est mal, mais si vous n'avez pas d'argent, la culture, c'est bien. Oui, non, mais j'ai pas téléchargé. Ça reste bien et la culture sera votre plus grande arme. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas d'argent. Je n'ai rien dit. Passons à la suite. On va passer à une partie spoil. On va pouvoir dire à peu près tout ce qu'on veut. Donc les gens qui n'ont pas vu la série ou qui veulent la voir surtout, parce que bon, si vous l'avez pas vu et que vous en foutez, vous pouvez rester. Voilà. Donc partez si vous voulez pas entendre le spoil, sinon restez. Du coup, dans cette partie spoil, je pense qu'on va pouvoir parler un peu plus en détail de ce qu'on a dit. Déjà, j'aimerais refaire un tour de table, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez une scène qui vous a marqué, que vous aimez bien, ou un perso qui vous a marqué, dont vous aimeriez parler? Chacun son tour. Ewan, si tu veux commencer. Ouais. Alors moi, c'est la fin de la saison 2. C'est après, donc, quand il y a Stormfront qui retient Rebecca et que Ryan déclenche ses pouvoirs. Et la scène juste après où on va dire que le Homelander pète un peu un câble au niveau de son visage. Et le talent de l'acteur, j'ai oublié son nom, sur cette scène-là, ça m'a... Vraiment, j'ai été impressionné. De qui? C'est qui pète un câble? Le protecteur. Ah oui. Homelander. Ah oui, non, le protecteur. Le Homelander. Il l'appelle même en version française. Juste, du coup, l'acteur, tu disais, c'est Anthony Starr. Voilà, merci. Et cette scène-là, c'était, on voit vraiment toute la complexité du personnage. Cette scène-là, elle était vraiment impressionnante pour l'acteur. C'est là où, même si la série est très juste, au niveau, le jeu est très juste dans la série, celle-là, j'ai trouvé vraiment au-dessus, au-dessus de tout le reste. C'était vraiment impressionnant, j'ai trouvé. D'ailleurs, par rapport à cette scène, je trouve qu'il y a une sacrée référence. Je sais pas si vous l'avez vu à American Psycho. Non, j'ai pas vu. Je sais pas si vous connaissez déjà. Plus de nom. C'est un film où la scène à laquelle ça fait référence, du coup, il a un espèce d'imperméable et une hache et il trucide quelqu'un et du coup, s'il a le visage couvert de sang
Et d'ailleurs, je trouve que la scène comme ça, où on le voit comme ça, c'est assez graphique et c'est assez stylé. Et surtout, ça nous amène quand même quelques questions sur la répétition du traumatisme chez l'enfant, parce que visiblement, le Homelander a dû être traumatisé dans son enfance. Hein. Il y a des étapes. Si je vous faisais mon cours croissance et développement, il y a des étapes du développement qui ne se sont pas faites chez lui, même s'il a bien grandi. Donc, effectivement, et on pourrait se poser la question, ce fiston qui a tué sa mère, qui a un père totalement psychopathe et qui a comme pour seule base le Billy. Billy qui d'ailleurs va un peu l'abandonner, je trouve, en plus, dans le dernier épisode. Et si c'est lui son nouveau modèle de père et qui grandit avec tout ça, franchement les psys ont intérêt d'être balèzes et d'y passer un sacré nombre d'heures pour leur mettre de la peau en main. Oui. Jules? Scène marquante, il y en a pas Ou mal. un personnage. Ou un personnage. La main droite de moi. Non, en scène marquante, je dirais un moment où le héros principal, je dirais le héros principal parce que c'est lui qu'on suit au tout début de la série et qu'on va nous montrer tout le long avec un gros développement. Yui, exactement. Le moment où Yui va faire péter le cul de l'homme invisible. C'est un moment magique. Déjà parce que plein d'humour. Il le laisse passer en disant j'ai pas envie de me mettre dans cette merde, et juste après il appuie sur un petit bouton et il se fait recouvrir de merde. C'est vraiment le moment où pour moi toute la série bascule. Au début, Yui, il a encore un espoir de rentrer dans le bon chemin et de retrouver une place dans la société en se disant j'ai rien fait. À chaque fois j'ai été forcé de suivre, j'étais au courant de rien. Là, il est au courant de tout. Il est au courant que le mec il a des paquets de C4 dans le cul. Il est au courant que la petite télécommande qu'il a dans sa main lui permet de faire péter ses paquets de C4 et que il a 99% de chance que ça le tue. Et il le fait. Et après ça, il a plus vraiment l'espoir de retrouver une vie normale. Enfin, à part avec Stella, mais il a plus l'espoir de retrouver sa vie d'avant, en fait. Il arrête d'essayer de retourner vers ses proches, il continue à se morfondre, mais il arrête vraiment, il a plus l'espoir de pas être vraiment puni, en fait. Jusqu'à maintenant, il avait encore l'espoir de pouvoir se faire pardonner en quelque sorte par la société. Là, plus du tout. Il sait qu'il a commis un meurtre et c'est vraiment le moment où il met le pas de plus du côté. Le point de non-retour, quoi. C'est vraiment, voilà, ça a été vraiment, je pense, son point de non-retour, et c'est en ça que cette scène, je la trouve si marquante, déjà parce qu'elle est drôle et ce qui en suit est génial. Mais aussi parce que c'est vraiment le point de non-retour du Wii pour moi. C'est vrai que genre à partir de cette scène-là, moi je trouve, on commence à voir la psychose de Iwi qui grandit petit à petit, et on commence aussi à voir le protecteur devenir complètement fou. Je pense que pour moi, à partir de ce moment-là, on voit la décadence du protecteur encore ça donne plus. Le ton aussi de la série. On se dit voilà, ah ouais d'accord, ça va être ça tout le long. Okay, ouais, ça parce qu'en gros c'est quand même bon, il se fait il y a d'autres trucs dégueulasses quand même, hein, avec le pouvoir de l'homme invisible, avec comment il se fait électrocuter. Enfin, il y a deux trois trucs quand même un peu dégueulasses, mais c'est vraiment le point d'ancrage où on passe d'un truc où il y a de l'espoir que ça se finisse un peu à l'eau de rose et qu'il retrouve une vie à peu près normale, à fuck it, tant que j'y suis, autant servir la bonne cause et buter tous ces enfoirés. Ok. Voilà, c'est la scène moi qui m'a marqué. Après, je sais pas si vous êtes vraiment d'accord avec moi ou pas, mais ouais, non, mais c'est un point de vue qui se défend parce que c'est un point de tournure. Ça. Tu veux dire quelque chose, Ewan? Non, j'étais d'accord avec Jules là-dessus. Donc pour moi, non, c'est vraiment la scène importante. Bon, après, il y en a énormément. Il y a la course dans les égouts après la baleine où Stella risque de buter Yui, et il y a plein de trucs qui se passent, et voilà, les moments avec Stella, je les trouve géniaux, c'est trop drôle.
les moments avec le protecteur, enfin, il y a énormément de moments vraiment sympas, mais si je dois en retenir un, c'est celui-là. C'est le point de non-retour. Monsieur Coulon? Alors, moi, j'hésite entre deux personnages, mais il y a des choses que je voulais ajouter sur Stormfront, parce que ce personnage a été transformé entre le comics et la série, mais je vais garder ça pour plus tard, parce que s'il y a un personnage qui m'a beaucoup interpellé là, dans la série, c'est Aquaman. Je trouve qu'il est particulièrement intéressant, déjà parce que chez DC Comics, il y a beaucoup d'humour qui est fait là-dessus. Souvent, c'est un personnage qui est peu aimé, parce que c'est le blondinet un peu chétif. En plus, il y a toujours des blagues chez DC Comics, comme quoi chétif, Aquaman, il parle aux poissons. Et donc, c'est une vanne qui est récurrente dans les comics. Et puis là, il est assumé. Et voilà. Et donc, là, ils en ont fait un personnage hyper complexé parce qu'il n'est pas aimé par les fans. Donc, on sent que quand même, les gars, ils savent de quoi ils parlent. Je trouve que c'est à la fois de la parodie puis à la fois un honneur finalement au monde de DC Comics. Et alors en plus, je trouve que la psyché de Aquaman est vraiment intéressante parce que il est aussi un peu narcissique, mais en plus celui-là il est intéressant de personnage. Bon, en plus il est con. Donc ça, c'est ouais. On voit bien qu'il est complètement con et complètement manipulable, et qu'en fait, il en a conscience, mais que voilà, il est à fond de ses capacités, non pas physiques, mais intellectuelles. Et donc, effectivement, il se fait secouer un peu dans tous les sens par tous les gars qu'il y a autour de lui, parce que justement, il lui manque, en fait, c'est pas tant ses pouvoirs, mais c'est son intelligence, je pense, qui le dessert. Et c'est assez drôle, parce qu'il se met toujours dans des situations pas possibles, et en plus c'est aussi un gros connard d'une certaine manière. On voit la manière dont il réagit avec les filles, mais en même temps il a ce complexe de ses branchies. Je trouve que ça c'est super marrant. Le gars il n'ose pas montrer ses branchies, c'est pour ça qu'il c'est super bien vu. Les doigts dedans. Voilà, tu pars dans thérapie. Je veux dire, après il se met dans la religion parce qu'il est pas bien, il a l'impression qu'il va aller mieux, etc. Et c'est le loser en fait qu'on déteste et qu'on aime bien à la fois. Mais tous les personnages sont un peu construits comme ça. Et il a cette scène justement d'anthologie où il va sauver le dauphin avec la musique des Spice Girls. La démo lui correspond. Je trouve que c'est à la fois quand il y va là, et à chaque fois qu'il fait des actions cool, même tu parlais de la baleine, on se dit waouh, ça y est, il a enfin la classe. Et à chaque fois il y a un fait. C'est un peu comme un vous savez, avec Kenny dans les South Park, où le gars, on se dit ça y est, c'est son moment. Ah non, c'est pas pour maintenant. Donc à chaque fois, il y a un fail, même quand il pense réintégrer les sets. Là, on sent qu'il est au bout, on se dit ça y est, ça va être sa rédemption. Bah non, il se fait encore avoir. Et c'est vrai que c'est à la fois, il est attachant parce qu'il nous fait mal au cœur. Et à la fois, on se dit, mais non, mais quand même, tu le fais exprès. Et je trouve que ce personnage est assez intéressant. Voilà. Ouais. Si je peux juste faire un petit point d'honneur, je peux me permettre? Oui, vas-y. En personnage qui a beaucoup marqué, c'est Stella. Aussi, entre le moment où elle pense que les super-héros c'est trop bien et tout, et après. Voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Après, entre autres, grâce à l'homme-poisson. Mais pas que, aussi, quand elle va voir toutes les magouilles qu'il y a derrière, la tenue qu'on lui demande de mettre pour remplacer la sienne, tout ce qu'on lui demande de faire, et j'ai trouvé le personnage vachement bien développé et vachement bien complexe. Bah, c'est drôle parce que moi, c'est un des personnages qui m'a particulièrement insupporté. Ouais, moi, j'aime pas trop non plus. Parce que elle veut être engagée, mais pas trop. Et tu sais pas trop sur quel pied danser. Non, c'est pas qu'elle veut être engagée, mais pas trop, c'est qu'elle veut être engagée et que elle a essayé de se donner les moyens. Et elle arrive dans le milieu où elle pensait pouvoir faire les actions qu'elle voulait, et on lui fait bah non, en fait maintenant t'es notre poupée et tu fais ce que tu veux, sinon bah va te faire foutre. Et maintenant que t'es là, à moins de mourir, t'en sortiras pas. Voilà. Et ensuite il y a tout ce qui se passe avec le composé V et tout, et voilà. Donc elle est engagée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle rejoint le combat Tui. Justement, je trouve pas. En fait, moi, je trouve qu'elle elle rejoint pas Yui par choix. Je trouve c'est un peu genre elle se dit bah on va aller par là quoi. Je trouve qu'elle se laisse balader et que genre elle a pas vraiment une personnalité propre qui
qui permet de la distinguer. Pour moi, genre, on la présente comme une Barbie super-héros. Et vraiment, pour moi, durant tout le truc, elle est restée une Barbie super-héros, vraiment. Hein. Parce que quand on voit au début de la saison 2, où tu te dis, ouais, non, cela, elle a montré et tout, bah non. Genre, elle a toujours le costume ultra sexualisant. Et elle s'affiche à côté du protecteur comme si de rien n'était, tout ça. Oui, parce Voilà. que on l'a forcé à rentrer dans le moule. Donc au début, elle voulait, et ensuite, quand elle... Enfin, c'est-à-dire qu'elle avait Non, des on l'a pas espoirs, elle est forcé. arrivée, et ben, c'était ça où elle partait. Sauf que partir de là-bas, c'est être un traître, et en gros, ta vie est niquée. Donc en fait, elle n'avait pas le choix, techniquement. C'est où tu le fais, où on te bute. C'est-à-dire que bon, je te mets un flingue sur la tempe, je te dis maintenant t'es une fille ou je te tue. Tu vas dire oui, je suis une femme. Enfin, alors c'est parce que t'es un homme, ce serait pour être l'inverse, hein, rien contre les femmes, rien, bien sûr. Hein. On va pas partir sur des débats à la con, on est égaux. Non, si je te dis voilà, t'es un poisson, t'es une murène, et tu vas me dire oui, je suis une murène. Voilà, et ben c'est la même Non, chose. mais je suis désolé, mais pour moi, en fait, c'est clairement le personnage qui dit faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Elle essaye quand même de balancer quand on voit au truc là de la religion, au moment du spectacle, elle balance et ça fait d'ailleurs Oui, virer l'homme poisson. Enfin, mais tu vois, juste après, en fait, elle montre qu'elle est une femme forte, et juste après, elle se laisse se faire casser, quoi, ouais, c'est vrai. en mille morceaux. Et genre, par exemple, quand on parle justement de moments où elle a failli buter Yui, tu vois, elle aurait eu un vrai truc de genre de soi, vraiment pas hésiter, il le buter, ou genre de tenir tête au protecteur. Tu vois, elle Comment elle peut aurait tenir là, tête au protecteur? C'est-à-dire que techniquement, le protecteur, comme il est présenté, c'est un mec invincible qui te tue en te regardant. Donc, non elle mais pouvait rien faire contre le protecteur, hein, même sauf qu'elle non voulait non pas tuer Yui parce qu'elle l'aime. même Yui, qui est principalement une brindille qui ne sait rien faire, a tenu tête au protecteur. Elle a des super pouvoirs. Mais je pense qu'on va peut-être Oui, passer de au base, c'était on parlait avec, on parlait d'Aquaman. C'était un on petit va point passer, d'honneur que j'ai mis, on en a parlé. on va passer à autre chose, je pense, parce que on va Tu ne nous as pas. pas donné ton personnage préféré, toi? Ouais, alors moi, j'ai une scène qui m'a beaucoup marqué et un personnage que j'aime beaucoup. Je vais d'abord parler du personnage, le français, pour, Ah, il est pour, génial. pour des Ah. raisons évidentes. Surtout, moi, j'aime bien le fait qu'ils aient intégré le fait que genre il soit français et que dans la série, il écoute il écoute du vieux rap. Et il a Que un jogging coq sportif aussi. Je peux Oui, oui, ouais, il est oui, habillé avec le oui, code c'était sportif. Quand j'ai vu marrant, ça, j'ai ça. fait ah ouais, ils sont allés au bout des choses en fait. Et Ils ont vraiment poussé le perso. son perso est super bien développé, je trouve, et il est super intéressant. Et pour moi, je trouve que le français, c'est vraiment un des personnages les plus humains qu'on a dans la série. Parce que, Ouais. Ouais, dans Son en, Étrange en fait, saison 2, ouais. c'est juste un mec qui essaye de se démerder avec ce qu'il a, en fait, et Bah, c'est un de toxicomane survivre avec les deux. qui tue des gens et qui revend des armes, mais à côté de ça, oui, c'est clairement le plus humain. Il essaye d'aider, je sais plus comment elle s'appelle, la vietnamienne, Kimiko. Kimiko. Ah Il oui. essaye d'aider Kimiko comme il peut. Il essaie vraiment d'aider tout le monde. Je crois qu'il y a des japonais. Et Oui, elle est oui, japonaise. japonaise. Il essaie vraiment d'aider tout le monde et ça qui est génial. Même les gens, enfin, il essaie vraiment d'aider tout le monde et n'importe qui. C'est ça qui est génial. Même ses amis là. Le point avec la torche là quand il crame les petits enfants Oui. de la Alors, chef. juste par rapport à la torche, une anecdote qui est super rigolo, pareil, qui prouve qu'ils ont une bonne connaissance du monde super-héroïque. L'acteur qui joue la torche, c'est le gars qui joue en fait Iceman chez les X-Men. Ah ouais? Ah ouais? C'est trop bien. Donc, bah, regardez les X-Men de Bryan Singer, en fait. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que Iceman, c'était l'antagoniste de Pyro, qui est celui qui fait le feu, justement, chez Oui, les bah oui. X-Men. Oui. Du coup, je trouve que ce clin d'œil était bien choisi. C'est trop bien, oui, effectivement. Est-ce que je pourrais vous dire un mot aussi à propos de Stormfront, mais qui n'est pas mon personnage préféré? Je ne sais pas comment tu l'as orchestré, Benoît.
Je vais juste vite fait parce que j'ai dit que j'avais une scène. Ok, bon, Ouais, rien de- vas-y. Du coup, on a parlé qu'il y a pas mal de critiques quand même sur la société. Genre, j'ai une petite liste, hein, mais par exemple, déjà, rien que critique de la glorification des soldats aux USA, de la glorification de la culture US, des réseaux sociaux, et tout ce genre de trucs. Et on voit, du coup, c'est la scène, il me semble que c'est le 7e épisode de la saison 2, le début de l'épisode, où on voit un mec qui vit sa vie normalement Ouais. et Oui. qui écoute en fait ce que disent les super-héros, et il va en venir à être influencé et par ce qu'il écoute sur les réseaux sociaux, justement par comment elle s'appelle, Stormfront. Stormfront, et il va en arriver à tuer quelqu'un. Mhm. Et ce qui est horrible, c'est que Stormfront va utiliser le drame qu'elle a créé à son avantage. Mhm. Du coup, Le genre de truc qui arrive jamais dans notre vie réelle. hein. ouais, Non. voilà. Pas du tout. Quoi, Euh. les médias qui manipulent les réseaux sociaux? Jamais. Élection américaine, jamais. Et du coup, en parlant de Stormfront, vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça, Monsieur Coulon? Oui, alors en fait, Stormfront, ce qui est super intéressant, ça montre justement l'intérêt de faire une adaptation. C'est que souvent, vous savez, quand on fait une adaptation alors d'un support quel qu'il soit, qu'on fait une œuvre composite, en fait, souvent les fans vont crier parce que c'est pas assez fidèle. Et là, clairement, ils ont fait le choix de s'affranchir vraiment ils ont gardé l'esprit, mais ils ont changé des personnages. Stormfront, je vous l'ai mis en photo, en fait. On dirait un Superman russe, mais en fait, c'est un nazi, justement, dans la BD. Regardez sur le Discord, dans le BD Staff, là, je l'ai mis. Et en fait, lui, c'est un nazi, mais il n'y a pas d'histoire temporelle, en fait. Et c'est un homme, et il n'a absolument pas de relation amoureuse avec le protecteur, c'est plutôt son rival. Donc, le personnage est complètement différent, mais on a gardé le côté nazi. Mais en plus, là, je trouvais qu'ils ont ajouté une plus-value. Alors déjà, c'est super sympa d'avoir des nazis dans une histoire comme ça, parce que ça fait un bon méchant qu'on aime détester, c'est cliché. Il y a le côté, vous savez, les B-movies de l'époque, Benoît, si tu aimes bien le cinéma, où tu sais, où à chaque fois on avait des nazis comme méchants, et le nazi, c'est le méchant qui marche bien. Ouais, mais surtout par rapport à ça, il y a aussi, c'est aussi encore une critique des États-Unis sur le fait qu'ils ont bien été contents de récupérer les ingénieurs nazis à la fin de la guerre, et qu'ils ont bien rien dit par rapport à ça. On pourrait aussi rajouter cet élément-là. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est un personnage qui traverse le temps, et ils lui ont créé un nouveau background, et en plus, ils ont réussi à créer une relation amoureuse avec le protecteur. En plus, elle a le rôle de la belle-mère, donc le rôle de la belle-mère, c'est toujours intéressant, en fait, aussi, dans nos sociétés actuelles où justement, on a beaucoup de familles monoparentales. Et donc, ça amène plein de thèmes. Est-ce que la belle-mère va être bonne pour le fils du protecteur? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Et puis, en plus de ça, voilà, il y a cette relation amoureuse avec le protecteur où, visiblement, elle a l'air aussi d'être, contrairement à Aquaman, elle plutôt intelligente. Et là, en même temps, ce côté badass, qui est au départ, on se dit ça va être l'antagoniste du protecteur. On a l'impression que quand il l'amène, elle est plutôt gentille, puis après on se rend compte qu'en fait finalement elle est peut-être pire que le protecteur. Et puis on voit aussi la manière dont elle manipule en fait pour amener derrière son idéologie, et comment les gens peuvent vite suivre une idéologie. Et c'est assez intéressant aussi, cet élément-là. Et on la voit aussi manigancer justement sur l'histoire de créer une grande armée par rapport à des théories qu'on entend circuler, la théorie du grand remplacement, machin. Et donc elle est en plein elle est c'est à la fois un personnage actuel, ancien, dont ils ont changé le sexe, en fait, et qui pour autant, je trouve, par rapport à la BD, parce que moi je l'ai lu, voilà, avant c'était juste le cliché du nazi, là ils y ont rajouté plein de cartes à ce personnage. Et le pire, c'est que tout en étant une nazie, eh bien, elle a ce côté sympa et badass qui fait que c'est un personnage féminin assez fort et presque sympa, quoi, et qu'on a envie de voir durer, en fait, dans l'histoire. Alors que dans la BD, clairement, voilà, c'est un personnage chiant, on se dit, bon, bah, vivement qu'il le tue, et là, ils en ont fait
un personnage, j'ai trouvé assez coloré. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, du coup, au lieu que ça soit le Nemesis, c'est vraiment le complémentaire au final du Homelanders. Oui, c'est à la fois à la fois Némésis, à la fois complice. Mais alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, j'ai vu qu'à certains moments, quand elle partait un peu dans les idées, mais elle cache son jeu au départ, quand elle va un peu trop loin, il la regarde bizarrement quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Sur le génocide blanc, ouais. Ouais, il se dit, ah, t'es sûr de ton coup là quand même, parce que c'est bizarre quand même, quoi. Et on peut voir aussi avec cette relation toute la psyché malade du Homelanders, qui est un personnage horrible et qu'on voit même après, au final, une relation qui est toute nouvelle, qui est déjà assez intrusif et tout ça. Absolument. C'est un jaloux possessif en plus, comme tout narcissique, quoi, finalement. Et on se dit d'ailleurs, heureusement elle peut mettre des gros pains, parce que sinon on imagine bien que, d'ailleurs on voit là à un moment les conquêtes qu'il a pu avoir, visiblement elles ont toutes ramassé quoi. Ouais. Il y avait quelque chose que j'avais envie de parler avec vous. C'est un personnage qui m'a quand même pas mal intrigué, parce qu'au final on n'en sait pas grand-chose sur lui, et je trouve qu'en fait il a pas l'air si méchant que ça. C'est Black Noir. Vous savez, c'est l'espèce de ninja. Jamais prendre l'apéro avec lui. Hein. Ouais. Ou alors faut pas mettre de cacahuètes quoi. Ouais. Je trouve que ce personnage est super intéressant parce que on l'entend jamais parler, mais pourtant il est super présent. Et au final, moi personnellement, je sais pas trop me positionner sur est-ce que c'est vraiment un méchant ou on sait pas trop en fait. Ouais, il est plus gris que la plupart des héros, je trouve. Et donc en gros c'est un peu le pastiche du Batman, hein, c'est le personnage un peu sombre qui parle pas trop et en gros qui est mystérieux. Et ils ont joué absolument sur le personnage mystérieux, c'est qu'on va rien dire sur lui. Et en fait de tout le long on dit on va enfin savoir un truc sur Black Noir. Bah non, on saura juste qu'il est allergique aux cacahuètes, c'est tout. Et oui, si on a vu un truc moi qui m'a intéressé, c'est à ce moment-là où je me suis dit il est peut-être pas méchant au final. C'est le moment où il découvre que en fait il est pas né comme ça, mais qu'il est né à cause du composé V. Et oui, il pleure. Ouais, il pleure dans le couloir. Ouais. Ah oui. Et du coup, moi je me suis peut-être dit en regardant un peu comment il était, qu'au final c'était peut-être juste un enfant qu'on a entraîné à être un soldat et qui est juste en fait et on lui dit quoi faire et il le fait et il pose pas de questions. C'est un peu le cas du Homelander aussi hein. Oui. Et l'Homelander a l'air très proche de Black Noir aussi parce qu'il a l'air d'être le seul qui l'apprécie vraiment dans les sets. C'est un peu des bébés éprouvettes en fait hein. Final, totalement. Mais sauf que en fait la différence que je vois, c'est que n'a pas besoin d'être géré par quelqu'un. C'est juste quelqu'un qui est là pour faire les choses. Ouais. Et alors par contre, ce qui est rigolo, je sais pas si vous avez vu, mais sur le groupe des 7, à la fin, il n'y en reste plus beaucoup quand même. De base, non. De ceux de base. Non, il reste le protecteur, il reste Stella. Stella, non, elle est venue après. Il reste E-Train. A-Train, oui, il revient. A-Train, il revient. Donc ils sont 3. A-Train, c'est pas un set de base. Si, il est dès le début. Non, il est arrivé après. Avant lui, il y avait c'est Monsieur Marathon, je crois. Oui, c'est ça. C'était un peu évoqué dans la série, ouais. Oui, il est évoqué. Ah oui, non, mais moi je parlais de ceux qui sont au début de la série et qui restent à la fin. En gros, qui sont pas morts ou éliminés parce que. Et vous voulez pas dire un mot justement sur la Wonder Woman qui est aussi intéressante quand même? Elle est géniale. Ah oui. Je pense que c'est un peu du coup la figure de la dépression. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Oui, un peu. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire sur elle J'aime bien le personnage qui de base est assez. Enfin,
C'est un peu en mode Stella justement où elle a des idées, elle a des convictions et elle est rentrée dans ce monde et elle a dit tu n'as plus rien, tu nous appartiens. Et elle a vu à quel point le système était écrasant et elle était une petite personne donc elle a suivi. Et en voyant Stella, elle essaie justement de lui dire de pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Ce que Stella bien évidemment fait. Euh, Et alors, en même euh, temps, avant de repartir avec justement sa relation amoureuse qui retombe à cause de la pression mise par le protecteur. Tous les moments de haut et de bas qu'elle a qui sont vraiment géniaux et le moment où elle tabasse Ouais. Stormfront avec Stella Ah, ça, et, c'était. et Kimiko, c'est... Ce Je fais, moment, bon, bah, en Ouais. fait, elle faut le taf, quoi. Allez, au revoir, les mecs. parce que ce moment est incroyable parce que faut pas se le cacher, l'épisode 8 il est vachement lourd, il est vachement Ouais, oppressant et sombre. Et il est là, fait d'un pour. coup, C'est la fraîcheur de l'épisode. ouais, voilà, Ouais. d'un coup, c'est genre, c'est limite marrant. Mm. Et en même temps, on voit qu'ils sont pas non plus gentils parce qu'ils sont en train de tabasser quelqu'un, même si c'est un nazi, ils sont en train de la tabasser. Il faut un ping-pong, mais un coup de droite avec la tête de Stormfront, c'est génial. Et à la fois, ce personnage, en fait, sur le côté LGBT, du coup, va critiquer la manière dont les médias vont s'y prendre autour d'elle. Et c'est un personnage qui n'ose même pas s'assumer. Et alors, pour la petite boutade, en fait, l'idée, c'est que c'est le pastiche d'Aquaman, de Wonder Woman. Et Wonder Woman, en fait, c'est une Amazone, en fait. En fait, c'est. Oui, c'est donc que les femmes. Elle vit entre femmes sur une île. Et donc, du coup, il y a évidemment la même blague qui peut être faite pour les marins qui partent entre hommes en mer. Voilà, donc du coup, ils ont choisi ce personnage, c'est pas non plus par hasard. Et en même temps, assez souvent, il y a dans certains comics, dans certaines adaptations, Wonder Woman et Superman sont ensemble. Et donc là, l'idée, je trouve qu'elle est assez bien vue, c'est qu'en fait, l'autre est met tellement la pression que même si, par définition, en plus, elle peut pas aimer un homme, elle va quand même y aller parce qu'elle a tellement peur de lui. Et on imagine du coup le niveau de souffrance que ça a dû être pour elle de devoir d'aller avec ce type qui non seulement est imbuvable, mais qu'en plus elle ne peut pas aimer quoi physiquement en tout cas. Et donc du coup ça nous amène vraiment ces questions-là. Et en plus, habituellement en plus Wonder Woman, c'est ça où c'est marrant. C'est là où c'est marrant, c'est parce que c'est un personnage assez classe en fait, qui qui a les grandes bottes, etc. Et là, on la voit justement dans sa phase un peu dépressive. Elle boit du whisky, elle fume des clopes, et ça, je trouve que c'est un un petit côté what the fuck quoi, où on se dit mais ils vont dans tous les sens quoi. Ils se permettent tout, et je trouve que c'est assez frais aussi. C'est vraiment très bien trouvé. Le personnage est très intéressant, très bien développé aussi. Et non, les scènes qu'elle fait sont vraiment sympas et c'est vraiment un personnage qui est très sympa, qu'on voit pas énormément, qui a certains moments clés et souvent accompagné du protecteur. Ouais. D'ailleurs, juste par rapport à cette scène où justement elle tabasse Stormfront, je pense que je vois peut-être des références partout, mais pour moi, je vois une référence, vous connaissez sûrement pas, c'est un film qui s'appelle Boulevard de la Mort. Ah bah bien sûr, Tarantino, c'est un des meilleurs. Et où à la fin, les gentils, vraiment, genre, il y a un moment où le rôle s'inverse et où les gentils tabassent le méchant genre sans cesse et avec une petite danse de la victoire à la fin. Et moi, j'ai vraiment pensé à ça pendant cette scène où elle tabasse Stormfront. Il y a une scène marquante d'ailleurs après après le moment où elle le tabasse, c'est le moment où où Stormfront va se barrer et rattraper le petit et la maman là, je sais plus leur nom, excusez-moi. Ryan et Rebecca, je crois. Voilà, Ryan et Rebecca, je l'aurais oublié dans 2 minutes. Et Ryan, en voyant sa Rebecca se faire étrangler par Stormfront, va enfin révéler le fameux regard de braise de son père face à la personne qu'il déteste. Brûler Stormfront qui va dire je sais pas parce que je parle pas allemand mais qui va parler allemand après et toucher malheureusement aussi sa mère, et je trouve que ça donne un peu une plus-value au petit et le petit qui s'en veut après, qui comprend pas le début d'un deuxième protecteur. ouais. On va juste
on est déjà quand même à plus d'1 heure d'émission. J'aimerais juste qu'on passe très rapidement sur quelques trucs par rapport au fait que les gentils ne sont pas vraiment que des gentils. Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et ensuite, on parlera très succinctement de la saison 3 et on va terminer là-dessus. Du coup, moi, je voulais parler par rapport à ça. Je sais pas si vous de l'hôpital où ils font des tests sur des gens possédés et où en fait ils prennent la voiture d'un mec et en fait on voit que c'est quelqu'un qui avait une famille et tout, donc ils ont basiquement tué quelqu'un qui avait une famille et ils se battent parce que ils sont des dommages collatéraux des 7, mais au final ils sont pareils quoi, ils font des Oui, ils font aussi dommages dommages collatéraux. collatéraux. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres scènes là-dessus qui montrent ça, qui vous ont marqué. Ah bah, sur les dommages collatéraux, il y en a une qui est pas mal aussi, c'est quand il va en Afrique et puis qu'il va pour tuer le terroriste qu'ils ont implanté et qui tue un civil et il dit un truc super raciste, je sais plus quelle est la phrase, et puis à un moment il y a un gars qui le filme et au moment où il se fait avoir, il sort un truc du genre ah bah ils crèvent la dalle mais ils ont tous des téléphones. J'avais trouvé la vanne est assez énorme. Bon, elle est immonde, mais. Oui, elle est immonde, la vanne, mais elle est géniale. Et c'est le genre de truc qu'on pourrait entendre en plus, quoi. Voilà, c'est. Ouais, bah oui, mais c'est mine de rien, c'est un point de vue très réaliste de critique de la société, de différents points de vue. Point de vue très raciste de bah ils crèvent tous la dalle, mais ils ont des téléphones. On va passer à parler de la saison 3. Est-ce que vous avez des spéculations sur ce qui pourrait se passer est-ce que vous avez envie d'une saison 3? Alors déjà, bah, je crois qu'elle n'a pas été annoncée la saison 3 déjà. Elle l'est. Si, Oui, bah, voilà. elle commence à être filmée début 2021, je crois. Oh, yes. Bah ouais. Bah déjà oui, forcément que je suis très hype par une saison 3. Et en spéculation, je pense que Ryan pourra faire des choses. Parce que alors où ils vont l'effacer, mais ça m'étonnerait. C'est-à-dire que Ryan arrive quand même vraiment vers la fin de la série. Il commence seulement à être développé. Il rentre vraiment dans tout l'univers vers la fin de la série, encore plus au dernier épisode, où il va du coup aller se faire, soit ça va devenir un protecteur bis en plus puissant parce que il va grandir avec des docteurs autour de lui qui vont lui dire quoi faire et il va avoir un vrai manque d'affection, ou justement il va pas du tout être pris comme ça, ce qui à mon avis sera plus logique à mettre en œuvre parce que c'est comme ça qu'a été élevé le protecteur et on veut pas qu'il devienne comme lui, donc faut pas faire comme ce qui a été fait pour lui. Donc vraiment élevé dans un cadre un peu plus familial, et à ce compte-là on aura peut-être le développement justement de ce petit qui risque de faire des conneries ou des choses comme ça. Ça serait pas déconnant au final, parce que j'ai l'impression quand même qu'il a été montré un peu comme un espoir futur. Bah, et puis il y a Billy qui part, oui et non, dans le sens où t'as Billy, tu sais pas trop ce qu'il va devenir, mais tu sens que où il va continuer, où il se casse, mais Mais il y a toujours celle qui se présente au congrès, Newman, je crois. Oui, il y a ça aussi avec les pouvoirs. T'as quoi à dire par rapport à ça, Ewan? C'est que là, avec la révélation qu'on a à la fin de la saison 2, c'est peut-être la nouvelle antagoniste du coup de la saison 3. Une nouvelle antagoniste qui pourrait être intéressante. Ouais, alors pour la saison 3, en fait, vous avez peut-être pas remarqué parce que vous n'aviez pas la référence, mais il y a plein de placements en fait de personnages de la saison 3 déjà, notamment le capitaine super soldat. En gros, qui est placé à plein d'endroits, ils en parlent. Et en gros, le capitaine super soldat, c'est Captain America. Et donc, ça sous-entend qu'en fait, les Revengers, donc c'est l'équivalent des Avengers, vont sûrement être présents dans la prochaine saison. Et là, donc ça sous-entend qu'on aura peut-être les fameux G-Men, les X-Men, les Jeunes Tain, donc les Titans, et qu'en fait, ils vont aller ouvrir toute la boîte de Pandore, en fait, des super-héros. Et alors, moi, j'ai le souvenir d'un truc justement qui se passe au moment où on se rend compte qu'il y a plein
de super-héros, il les retrouve dans un équivalent, c'est le Spring Break super-héros. En fait, si vous voulez, c'est des grosses fêtes que Vogt organise pour ses super-héros. Et dedans, il mêle tous les super-héros et en fait, il leur donne de la drogue, de l'alcool. Enfin bref, vous imaginez l'orgie pas possible qu'il peut y avoir entre super-héros. Et c'est puant de vice. Et ils se révèlent tous vraiment comme ils sont. Et j'ai souvenir que dans la BD, ce moment-là était, en termes de glow, qui était largement au-dessus de ce qu'on a pu voir. Donc, si on voit ça, voilà, il va falloir s'accrocher et pas manger trop gras avant. Parce que... Oui, dans les scènes marquantes, il y a... On a un peu ça au début de saison 1, quand Billy montre à Yui ce que sont vraiment les super-héros dans le bar. Oui, dans le bar, c'est ce que j'allais dire, ouais, dans le club. Ouais. C'est génial. Ah, où oui, Jean, il va réussir à faire chanter le mec là qui peut allonger ses membres. Du coup, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, j'attends pas spécialement de saison 3 parce que je pense vraiment que, vu comment s'est terminé la saison 2, je pense que la saison 3 sera la saison de trop, comme c'est le problème pour beaucoup de séries. Mais c'est possible. C'est un risque à prendre quand même parce que il y a un peu de teasing, ils ont vraiment fait du bon taf sur les 2 premières saisons. J'espère sincèrement qu'ils vont pas gâcher tous les efforts mis en place sur la 3e saison, sinon sur la 3e saison, sinon ça va devenir. Là où je te rejoins, Benoît, c'est vrai que ce que je me suis dit en voyant la fin, on a une vraie fin. Disons que si nous les gars nous disaient, on arrête la saison ici, on pourrait considérer qu'on a une vraie fin. Oui. Un petit peu comme Watchmen. Alors là, Watchmen, on ne sait pas si on aura une saison 2, mais on a une vraie fin à la fin. Même si elle ouvre des questions, on a une vraie fin à la saison. Et ça n'aurait pas pu se terminer sur la saison 1. Mais justement, du coup, je vais terminer sur une question. Si vous voulez, répondez à peu près succinctement. Est-ce que justement le fait de laisser comme ça une fin de série avec des questions ouvertes, ou genre ça laisse plein de questionnements aux spectateurs qui seront jamais répondus, est-ce que c'est pas mieux, vous pensez? Non, parce que ça laisse la porte. Enfin, oui et non. Moi, de mon point de vue, ça va laisser la porte à plein de conneries derrière. Donc, je suis pas spécialement pour. Alors que si on met ça comme il faut, alors que si on répond justement aux différentes questions qui vont se poser derrière, à mon avis, tu peux pas non plus fermer totalement l'univers, parce que quand tu ouvres un univers, t'as 1001 façons de le finir et 1001 éléments qui vont interagir avec, mais donc à mon avis, continuer peut être une bonne idée, à condition que ce soit bien fait. C'est-à-dire que si c'est bâclé et que c'est la saison de trop, autant pas la faire, parce que ce sera une saison pour du fric et ça va complètement bâcler la série qui est sublime comme ça, je trouve. Ok. Du coup, Ewan, tu voulais dire? Ouais. Moi, ça me dérange pas vraiment d'avoir une fin ouverte. Ça dépend du message qu'apporte la série avec cette fin. Si c'est fait une fin ouverte parce qu'ils n'avaient pas d'idée, ça vaut pas le coup parce que ça fait très bâclé. Mais après, si c'est une fin ouverte parce qu'il y a un message derrière, je sais pas encore ce qu'il peut y avoir comme message, mais je pense que c'est comment c'est fait, ça pourrait être vraiment intéressant une fin ouverte. Mais ça dépend toujours de la façon dont c'est fait. Monsieur Coulon? Alors moi, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Ewan, connaissant le matériel original, je sais que là, avec ce qu'on a vu, on a touché du doigt, aller à un quart, un tiers du potentiel de The Boys. Et je sais que ça peut aller plus loin pour l'avoir vu en comics. Donc du coup, je serais déçu si ça s'arrêtait là. Néanmoins, effectivement, si c'est pour descendre et pas être aussi bon que le matériel original, ça vaudrait pas le coup. Mais je suis quand même optimiste là, au vu de ce que je vois. Ok, du coup, je vais terminer par ma réponse. Moi, justement, je préférerais qu'ils laissent comme ça en question ouverte parce que et je pense que ils vont avoir du mal à relancer correctement et justement à bâcler un peu le truc pour essayer de faire quelque chose pour faire plaisir aux fans, et ce qu'il ne faut pas toujours faire. Du coup, merci d'avoir écouté cette édition de La Voix du Renard sur The Boys. Merci à vous d'avoir participé. De rien. C'était un plaisir. De rien. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Voyons. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.
Au On est revoir. sur YouTube, Facebook, Instagram, au nom de l'éthique.